Maintenant, la question c'est, est-ce que vous pensez que ces images sont capables de vous transformer en psychopathe? Eh bien pour ça, j'ai analysé les 72 films qui ont été bannis par le gouvernement anglais en 1984. Et je vous avoue que l'histoire est tellement dingue qu'elle aurait probablement pu se retrouver dans une des vidéos de Feldup. Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que par exemple j'ai été transformé et je suis devenu une sorte d'être complètement déséquilibré, comme pouvaient le penser ces architectes de la panique morale? Non. Bien que si vous étiez à côté de moi en ce moment même, vous penseriez peut-être le contraire parce qu'il est 2h du matin et je viens de m'enfiler ma dernière boîte de mon chéri. Ouais, j'adore ça. Mais l'autre question, la vraie question, c'est de savoir si cette censure, si ce bannissement massif était vraiment justifié. Pourquoi ça a eu lieu si soudainement et qu'est-ce qui l'a déclenché? Et surtout, qu'est-ce que ça cachait réellement? Bon, on va commencer par Cannibal Holocaust, parce que tout le monde connaît ce film au moins de nom. Principalement pour la censure dont il a été victime, mais je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui savent que ce film faisait partie de la liste des films bannis par le gouvernement anglais dans ces années-là. Et pour une raison assez folle d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard. Donc pour bien comprendre, on parle de 72 films qui ont été censurés ou bannis comme je l'ai déjà dit, sauf que la différence par rapport à une censure ou un bannissement classique, c'est que ces films étaient traités comme de véritables armes ou comme de la drogue. Et ça a généré des centaines de saisies, plus de 1000 poursuites judiciaires, tout ça à cause de cette dame. Imaginez une retraitée qui est ancienne prof d'art, qui n'a aucun mandat politique, et pourtant elle va faire trembler tout le pays avec son lobby. La NVLA, National Viewer and Listeners Association. En gros, c'est une ligue avec des vertus ultra-conservatrices dédiées au nettoyage moral des médias. Pour elle, la VHS, c'est pas un loisir qu'on consomme tranquillement, elle le voit plutôt comme une seringue qui injecte tranquillement son poison dans le salon des familles modestes. Elle invente même un concept pour terrifier l'opinion, le vol de l'esprit. Et sa méthode est plutôt simple. Elle va faire des compilations de scènes les plus gore des films d'horreur des années 80 et elle va les montrer aux députés. Donc sans aucun contexte, le but c'est de les traumatiser. Et ça marche à tel point qu'il y a une loi qui a été votée en 1984. Et cette loi oblige chaque cassette à être classifiée par un système de censure officiel avant de pouvoir être vendue en magasin. C'est finalement une loi qui permet de contrôler un peu mieux les choses. Et si vous vous demandez comment une simple personne pouvait avoir autant d'influence, c'était l'allié moral de Margaret Thatcher. Pour bien comprendre à quel point les choses sont allées loin, on va s'attacher à l'histoire de Stephen Tyler. Stephen Tyler, c'était un gérant d'un petit vidéoclub situé à Leeds. Et il devient le premier commerçant du quartier à subir un procès pour obscénité. Son crime est simple, louer des films dont personne ne lui avait dit qu'ils étaient interdits. Verdict, une affaire qui a été volontairement ultra médiatisée pour finalement 600 livres d'amende. Alors ça peut sembler peu, mais à l'époque on pouvait louer une cassette pour environ 2 livres. Alors 600 livres, c'était le moyen de rendre le business model pas du tout rentable. C'était exactement l'objectif. Sur les 72 films, il y a 39 films qui sont condamnés. C'est des œuvres dont la simple possession pouvait vous transformer en véritable criminel. Et il y en a 33 autres qui ont été poursuivis pendant des mois, voire des années, avant finalement d'être retirés de la liste. Mais trop tard pour des distributeurs ruinés la plupart du temps. Il y a aussi une seconde liste avec des centaines d'autres cassettes qui ont été saisies par précaution, jamais vraiment jugées, mais jamais rendues. Mais voilà le problème. Cette liste, elle avait aucune logique. Tiens, par exemple, pour reparler de Cannibal Holocaust, on pouvait le retrouver à côté de Possession. Et on pouvait aussi retrouver I Spit on Your Grave avec The Evil Dead. En gros, si t'es pas familier du genre, tu pouvais retrouver des véritables chefs-d'œuvre primés à Cannes à côté de films gore, de snuff movie ou voire même de nanars potentiels. Alors 40 ans plus tard, en fouillant partout, j'ai décortiqué ces 72 titres et j'ai trouvé 3 catégories. La première catégorie, c'est les provocateurs. Et là, pour le coup, eux, ils l'ont cherché. C'est les films dont le vrai crime, c'était pas forcément ce qu'ils montraient, mais la manière dont ils vendaient. Par exemple, dans The Driller Killer, on a le réalisateur qui sort un film d'horreur urbain sur un artiste qui est en train de craquer complètement dans la ville de New York. Le budget est ridicule, la distribution quasi inexistante. D'ailleurs, le film y passe complètement inaperçu aux États-Unis. Mais en Angleterre, le distributeur a une idée. Avec le slogan « Il ne tue pas par colère, il tue par plaisir ». Du coup, t'as bien compris le problème, il y a des milliers d'enfants qui voient ça en feuilletant le magazine. Et le lendemain, l'affaire explose au Parlement. Et pas le film, la pub. 3 mois plus tard, The Driller Killer, ça devient le symbole, l'ennemi public numéro 1 et le premier nom sur la liste. Un autre film qu'on va retrouver sur cette première liste, c'est I Spit on Your Grave. Et on retrouve à peu près la même logique de film sur un film de vengeance ultra violent. Et la couverture est tellement provocante qu'elle devient l'incarnation du mal. Mary Whitehouse, elle utilise ça comme affiche lors des conférences anti-pornographie. Et elle a même pas besoin de projeter le film, juste la boîte, ça suffit pour convaincre des milliers de personnes. Et tiens, celui-là, Face of the Dead,
C'est vendu comme un documentaire de mort réelle. Le film lui-même te dit que les images que vous allez voir sont authentiques. Aucune reconstitution. Mais spoiler, c'est du fake. Enfin, presque du fake. Certaines scènes ayant été jugées insoutenables, ce film a temporairement été interdit en Australie, Norvège, Finlande, Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, et non dans 46 pays. Bien que certaines scènes de mort ne soient que des scènes de fiction évidentes, certaines sont véridiques. Quelques-unes de ces fameuses scènes proviennent des médias, tels que les bombardements de napalm au Vietnam, des scènes en provenance d'archives de chaînes télévisées, ainsi que des scènes d'homicide à l'époque d'Hitler, vidéos de camps nazis et exhumations de cadavres. Apparaissent également des scènes d'animaux, incluant des phoques battus à mort et des animaux tués sur une chaîne d'abattoir. Résultat, interdit pendant 20 ans. Bon, on va pas se faire toute cette liste, mais t'as compris l'idée, c'est des films volontairement provoquants. Alors ces films-là, à la limite, on peut bien comprendre parce qu'ils jouaient avec le feu et d'une certaine façon, ils l'avaient mérité, mais pour les suivants, ça devient fascinant. Parce que dans la deuxième catégorie, que j'ai appelée les miracles techniques, on va retrouver des films qui sont tellement bien faits qu'on les a confondus avec la réalité. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais à cette époque, les effets spéciaux sont réels. Je veux dire par là qu'ils sont presque jamais assistés par le numérique. C'est l'époque d'ailleurs où t'as un tas d'artistes de génie qui bossent avec du latex, des poches de sang et des budgets de merde pour la plupart du temps. Et pour te montrer un peu ça, si jamais j'affiche ça. Bah, on n'a pas de doute que ça soit faux puisque c'est fait numériquement et en plus dans les années 80. En revanche, si je te mets ça. Là, on peut commencer à se poser des questions. C'est exactement le problème qu'a rencontré Cannibal Holocaust. Et au cas où tu connais pas son histoire, je vais te la résumer très rapidement. En 1979, le réalisateur du film, il part en Colombie avec des acteurs inconnus et presque aucun budget. Et pour rendre ça encore plus réaliste, il lui vient une idée. Et si je filmais des vrais animaux morts? Ou plutôt des vrais morts d'animaux? Alors c'est hyper discutable, même à cette époque, d'autant plus qu'il fait croire aux acteurs qu'il tournait un documentaire. Il leur a même interdit de parler à la presse. Alors tu peux t'imaginer le niveau d'immersion et de réalisme dont le film fait preuve. Et le tournage se passe plutôt bien. Le film sort en Italie en février 80, et 10 jours plus tard, ce réalisateur est arrêté. Oui, donc si je l'appelle le réalisateur, c'est parce qu'il a un prénom et un nom qui sont très difficiles à prononcer. Et donc il est accusé pour meurtre avec préméditation. Ouais, et tu trouves peut-être ça bizarre de parler de meurtre avec préméditation pour des animaux morts, mais en réalité, les magistrats sont convaincus que les 4 acteurs principaux ont réellement été tués à l'écran. Ils ont même des experts médico-légaux qui analysent les scènes et leur conclusion c'est impossible à truquer avec de la technologie actuelle. Et comme c'est faux, il lui reste plus qu'à prouver que les acteurs vont bien. Le seul souci, c'est encore son besoin de réalisme, parce qu'il avait fait signer des clauses de confidentialité d'1 an à ses acteurs pour préserver le mystère marketing. Alors il peut pas les contacter publiquement, et il met des semaines à les localiser. Et quand il finit par les ramener devant le tribunal, le juge il refuse de croire que ce sont eux. Donc il doit lui-même déconstruire son propre film, scène par scène, devant le tribunal, montrer les rushs, expliquer où sont les trucages, etc. Et finalement, il est innocenté. Mais le film, lui, il est resté interdit au Royaume-Uni jusqu'en 2001. Et s'il est resté aussi longtemps banni, c'est pas seulement à cause de ces images, c'est encore une fois à cause d'un pari marketing qui a viré au désastre. Ouais, parce que pour faire parler de ce film, le distributeur a eu la bonne idée d'envoyer une copie du film à... vous savez qui. Et tu te doutes bien que ça a déclenché une véritable guerre, mais on va revenir dessus un peu plus tard. Parce que je voulais te parler de ce film, La dernière maison sur la gauche. T'as peut-être vu le remake qui est sorti il y a quelques années? Ok, pause. Là, il y a 2 possibilités. Soit t'es d'une attention chirurgicale depuis le début et t'as déjà cramé qu'il n'est pas dans la liste des miracles techniques mais dans celle des provocateurs, soit tu t'en fous royalement de mes nomenclatures, et dans les 2 cas, retiens bien ça. Chez Wes Craven, la technique ne cherche jamais à nous faire applaudir l'ingéniosité d'un maquilleur. Elle est plutôt là pour nous agresser avec un réalisme si crasseux qu'il transforme l'effet spécial en une pure provocation morale. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas sa place à côté des autres dans cette catégorie. Même si on est d'accord qu'atteindre ce tel niveau de dégoût, c'est déjà un petit miracle technique en soi. Et la particularité de l'œuvre originale, c'est que Wes Craven filme volontairement comme un amateur, avec une caméra tremblante, des couleurs un peu délavées, un grain très épais. Le problème, c'est que les personnes qui censurent, ils pensent voir un véritable crime filmé en caméra cachée. Et si tu penses que ça va trop loin, c'est parce que t'as pas encore entendu parler de Snuff. Snuff, c'est un film argentin qui est médiocre, à tel point qu'il ajoute 5 minutes de faux meurtre à la fin. Le but, c'était de faire en sorte que le marketing hurle « Une femme est morte pour ce film ». La police de New York ouvre une enquête officielle. Il y a encore plus de 20 films dans cette liste que je t'inviterai à découvrir si tu le souhaites.
Mais attends une seconde, parce que le pire, c'est la dernière catégorie que j'ai appelée le grand n'importe quoi. Et là, on parle de films qui ont été saisis par des agents qui comprenaient pas forcément ce qu'ils regardaient, ou même pire, qui n'ont jamais regardé. C'est l'exemple de Possession. Possession, c'est un film qui a été primé au Festival de Cannes, avec la fameuse Isabelle Adjani, et on est plus dans un drame psychologique qu'un réel film d'horreur. D'ailleurs, elle remporte le prix de l'interprétation féminine. Bon, ouais, je me rends compte que la musique que je viens de mettre colle pas tout à fait au film. Ah, on est mieux là. Le Monde parle d'un chef-d'œuvre. Les cahiers du cinéma consacrent un dossier entier à ce film. Et le film, il décrit la métaphore visuelle sur l'effondrement d'un couple pendant la guerre froide. Verdict, vidéo nasty, film banni. Tout ça parce qu'il y a un monstre en latex. Un deuxième exemple que vous connaissez, j'imagine tous, c'est Evil Dead. Evil Dead, c'est vraiment un ovni parce que c'est un film qui a été fait à très bas budget et qui est devenu un film culte, mondialement connu. Il a lancé plein de carrières, a inspiré 3 générations de cinéastes, bref. Il a clairement rien à foutre sur cette liste. Et même Stephen King reconnaissait que c'était le film le plus originalement féroce de l'année. Au Royaume-Uni, par contre, film censuré. Motif, violence gratuite et excessive. Contamination, on pourrait même pas dire qu'on est sur un film d'horreur, on est plus sur un film de science-fiction italien qui est complètement kitsch avec des œufs qui explosent, censuré. Ainsi que toute la liste des films que vous retrouvez ici. Tous bannis, tous criminalisés, et certains pendant plus de 20 ans. Mais en fait, pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché cette hystérie collective ? Et bien pour comprendre ce phénomène, on va se plonger rapidement dans les années 70. En 1975-1976, quand vous voulez voir un film, il n'y a qu'un seul chemin possible. Et si vous ratez la séance de 20h, eh ben vous attendrez demain. Et malheureusement, si le film quitte votre ville dans 2 semaines, eh ben c'est fini. Disparu, vous le reverrez peut-être jamais. Ce que je dis, c'est que le cinéma, c'est un espace public, régulé, contrôlé. Et l'État, c'est exactement ce que vous regardez, où et à quel âge. Et puis en 1978, il y a ça qui change tout. Le magnétoscope. Ah, ça paraît irréel de dire ça aujourd'hui, hein. Mais entre 1978 et 1983, le magnétoscope passe de 200 000 foyers à 5 millions. Et pour la première fois dans l'histoire du cinéma, le film vient à vous. Ouais, je sais qu'aujourd'hui, avec Amazon Prime, Netflix, tout ce que vous voulez, ça paraît super évident. Mais à l'époque, c'était une révolution. Viens, moi je suis Nikki. Viens, ne me fais pas attendre, je t'en prie. Vous pouvez mettre en pause, aller pisser, rembobiner la scène qui vous a fait sursauter, la revoir, encore et encore. Vous pouvez même copier le film, l'échanger, le prêter à votre voisin, le louer pour 2 livres un week-end. Et surtout, c'est enfin vous qui avez le contrôle. Alors pour l'État, c'est un cauchemar. Et je vous ai dit tout à l'heure que Mary Whitehouse avait reçu une version de Cannibal Holocaust. Eh ben en recevant la cassette chez elle, Whitehouse ne voit pas une œuvre d'art, elle voit un virus. Un virus qui s'introduit dans le salon des gens grâce au magnétoscope. Donc pour elle, le danger, il est plus au cinéma, il est sur votre table basse. Elle se dit qu'avec la VHS, un gamin de 12 ans peut louer Cannibal Holocaust pendant que ses parents sont au travail par exemple. Il peut mettre en pause les scènes violentes, les étudier, les rejouer, les montrer à ses amis. Et ça, pour l'État, c'est un gros problème, mais pas celui que vous pensez. Parce que soyons honnêtes, le vrai problème, c'est pas la violence à l'écran, c'était plutôt qui y avait accès. Quand Mary Whitehouse parle de personnes vulnérables, elle parle évidemment des enfants et des classes ouvrières. On parle de personnes qui louent des cassettes à 2 livres dans des échoppes de Brixton, et surtout pas de l'élite londonienne qui va voir Pasolini en version originale. Je vais te donner un exemple. Il y a le British Film Institute qui projette les 120 journées de Sodome. C'est un film ultra violent, avec de la torture, du sexe. Mais dans cet établissement, le public, ce sont des intellectuels à col roulé. Et leur réaction, c'est un débat philosophique sur Pasolini et le fascisme. De l'autre côté, on a un ouvrier qui loue The Driller Killer. Même niveau de violence, peut-être moins d'ailleurs. Et la réaction ? Arrêt policier, saisie et possibilité de prison. Même violence de film, la différence, c'est le code postal et donc la classe sociale. Et puis il fallait quand même reconnaître qu'il y avait une autre peur. La peur de la technologie elle-même. Parce que la VHS, je vous l'ai dit, c'était le premier média vraiment incontrôlable de l'histoire. Vous pouviez copier des films en 2 heures, les dupliquer à l'infini, les changer avec tout le monde et les distribuer sous le manteau. Alors les films interdits circulaient comme de la drogue. Avec une seule cassette, tu pouvais copier 50 fois le film. Ou plus si tu voulais.
l'envoyer à qui tu veux, et bref, répandre cette violence. Alors, comme toute bonne pandémie, quand on ne sait pas comment la canaliser, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on crée une liste de 72 noms, et on fait une chasse à la sorcière déguisée en protection pour l'enfance. Aujourd'hui, cette liste vous paraît peut-être ridicule, mais la leçon, elle n'a pas changé. Parce que chaque nouvelle technologie va générer une panique morale. Par exemple, en 1950, il y a eu les comics qui ont corrompu la jeunesse. En 1980, c'est les cassettes vidéo, je viens de vous le dire. En 1990, c'est les jeux vidéo violents. En 2000, c'est Internet et les réseaux sociaux. En 2010, ça a été les téléphones, YouTube et l'addiction aux écrans. Et aujourd'hui, c'est l'IA, les deepfakes et la réalité virtuelle. Et à chaque fois, c'est le même discours. Les masses ne sont pas assez intelligentes pour gérer cette technologie, il faut les protéger d'elles-mêmes. Alors qu'on le sait tous, la censure et l'interdiction, c'est pas un rempart, c'est un projecteur. Et en voulant enterrer ces 72 films, l'État n'a fait que de graver leur nom dans l'éternité. Alors finalement, on n'interdit pas pour protéger les gens, on interdit pour tester la tension de la laisse. Et si cette laisse casse, c'est là que le vrai danger commence.